Cet épisode a consacré une grande partie de son temps à passer en revue les forces toujours dressées contre Rhaenyra. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Si vous pensiez que Rhaenyra resterait triomphante, vous aviez tout faux. Après tout, la danse des dragons s'arrêterait net si personne ne contestait son autorité après la prise de Port-Réal. Cet épisode voit l'émergence d'un nouveau rival prêt à ébranler profondément le camp des Noirs, bouleversant au passage un élément clé de l'intrigue de Feu et Sang. Si Daeron Targaryen représente indéniablement une menace pour Rhaenyra, et si le véritable danger était en réalité Ormund Hightower. Dans Feu et Sang, Daeron le Hardy était l'atout maître du camp des Verts. Un rôle qu'il tiendra sans doute aussi dans la série, mais j'aime beaucoup l'idée que Ormund soit celui qui tire les ficelles. C'est lui qui manipule Daeron et le propulse sur le devant de la scène pour détrôner Rhaenyra. C'est un rebondissement intéressant. James Norton crève l'écran dans l'épisode 4. Il incarne Ormund avec une précision remarquable et un calcul froid. Après une reddition de façade, il a fait route vers Chutebourg, une ville fidèle à Rhaenyra, et a cantonné ses soldats chez l'habitant. Rhaenyra ne peut donc pas simplement survoler la ville et la réduire en cendres sans brûler ses propres partisans. Une situation inextricable que Ormund espère aggraver avec l'arrivée de Aemon sur le dos de Vhagar, venu renforcer sa puissance de feu. Ormund est un homme qui soigne méticuleusement son image publique, comme en témoigne son soutien à Kat et la punition qu'il inflige au soldat Hightower l'ayant blessé. Il s'autorise même, dans l'intimité, un accès de rage incontrôlé pour libérer ses pulsions avant d'agir avec pragmatisme, car Aemon et son dragon sont introuvables. Une tension sous-jacente traverse constamment le jeu de Norton. On sent que Ormund pourrait perdre son sang-froid à tout moment. L'alliance d'une telle violence imprévisible et de son aversion maniaque pour la saleté, couplée à son souci méticuleux de l'élégance vestimentaire, suggère deux choses à l'observateur averti de Westeros. Premièrement, ce personnage promet d'être haut en couleur. Deuxièmement, il va probablement devoir supporter les pires puanteurs imaginables au cours de sa campagne. C'est aussi un homme qui envisage toutes les éventualités, y compris celle de pousser Daeron à tuer le frère de Kat pour garantir que l'armée Hightower demeure la force dominante à Chutebourg. Le pouvoir est tout ce qui compte. Tout comme le grand Septon dans l'épisode précédent, Ormund voit dans les dragons une abomination et un blasphème. Tessarion illustre d'ailleurs ce point en brûlant et, vraisemblablement, en dévorant le cadavre. Mais il fait preuve d'une hypocrisie manifeste en acceptant d'exploiter leur puissance. Benjamin Evan Edgeworth a enfin l'occasion de se montrer dans l'épisode 4. Il incarne le véritable Daeron sans vouloir offenser Ferron et correspond exactement à la description qu'en faisait Gwen dans la saison 2. Un jeune homme bienveillant et empathique. L'interprétation d'Hemsworth laisse également transparaître une certaine peur. Daeron est terrifié par son oncle et se soumet pour assurer sa propre sécurité. Pourtant, il hésite à tuer le frère de Kat. Ce parallèle est fascinant, rappelant la réticence de Rhaenyra à décapiter Otto dans l'épisode 2. Nous avons là deux prétendants au pouvoir contraints de verser le sang pour prouver qu'ils sont dignes du trône de fer. De plus, la dynamique de tension et d'influence qui s'établit entre Norton et Edgeworth est captivante à observer. Daeron est traumatisé, mais l'habitude d'obéir à son oncle, au tempérament imprévisible et profondément ancré en lui. On retrouve ici un écho perverti du tout premier épisode de Game of Thrones, où Ned Stark enseignait à ses enfants le devoir d'exécuter la sentence. Cet épisode se concentre à juste titre davantage sur l'équipe verte, notamment sur la quête parallèle de Aegon et Larys lors de leur road trip. Tom Glencarney insuffle une profondeur incroyable à Aegon. Même si la saison 2 favorisait clairement l'équipe noire, Glencarney a su rendre Aegon attachant. Heureusement, la saison 3 présente une vision plus équilibrée des deux camps, fidèle à l'œuvre originale. Matthew Needham livre une performance tout en subtilité dans le rôle de Larys, perpétuellement machiavélique. Ses intrigues sont toujours en cours et Needham ne tombe jamais dans l'exagération. C'est un jeu d'une grande justesse dans cette série de fantasy. Le personnage de Kristen Cole conserve une dimension nihiliste que l'épisode continue d'explorer à travers les scènes se déroulant à Harrenhal. Kristen est un personnage que nous avons fini par détester. Pourtant, il est l'un des rares personnages dont le point de vue nous est offert en dehors de la lignée valérienne, une perspective qui s'avère assurément nécessaire. Son pouvoir n'est que périphérique et, maintenant que Rhaenyra occupe le trône de fer, il se retrouve pratiquement à la case départ. Depuis la bataille de Repos des Freux, nous avons vu le poids de cette guerre écraser Kristen, un fardeau accablant, et Frankel lui confère une humanité à laquelle on peut s'identifier. Kristen traverse une sorte de deuil anticipé alors que tout semble voué à l'échec.
À quoi bon se soucier de quoi que ce soit quand, au bout du compte, rien n'a d'importance? Il est intéressant de noter que sa proposition d'affronter les loups de l'hiver avec l'armée des Hightower, sans dragon et avant qu'ils n'atteignent Port-Réal, s'apparente à une tentative désespérée de renouer avec ses origines. La notion de pureté est centrale pour lui. Après avoir passé une vie à se punir pour ses fautes, peut-être espère-t-il qu'un combat mené sans la présence de Targaryen lui apportera une forme de rédemption. Bien que les scènes impliquant Criston soient brèves dans l'épisode 4, elles n'en constituent pas moins une étude de personnages fascinante. Tandis que Ormond complote pour placer Daeron sur le trône de fer et que Aegon et Larys se trouvent des occupations pour payer leur gîte et leur couvert à repos des freux, Daemon retrouve sa fille dans le Val. Agité, son dragon transporte Daemon jusqu'à une grotte d'où émerge Rhaena, offrant l'un des plans les plus marquants de la série. Elle apparaît en contre-jour, illuminée par les flammes d'un voleur de moutons rugissant. Rhaena a coupé sa chevelure caractéristique des Targaryens, apparemment par remords et pour passer inaperçue. Après tout, Rhaenyra est à la recherche du dragonnier qui monte, le voleur de moutons. Il y a une tendresse touchante chez Daemon qu'on ne retrouve pas toujours dans la série. Daemon interagit peu avec Bella et Rhaena, s'effinée de son union avec sa défunte épouse, Laena Velaryon. Rhaena le lui fait d'ailleurs remarquer. Il faut dire qu'on ne l'avait jamais vu interagir non plus avec ses jeunes fils, nés de son union avec Rhaenyra. Daemon tente désespérément de trouver une solution, mais face au refus de Rhaena de quitter le Val, il tue un berger innocent et offre sa tête à Rhaenyra pour la protéger. Il est clair que cet acte va semer la discorde entre Daemon et Rhaenyra. Il serait également intéressant de voir comment ce conflit pourrait rapprocher Daemon et Rhaena, remettant en question la préférence qu'il avait pour Bella lorsqu'elles étaient enfants à Pentos. Dans cet épisode, Rhaenyra constate que son emprise sur les petites gens, déjà fragiles, s'affaiblit. Gouverner un royaume n'est pas chose aisée, et l'épuisement, le chagrin, la colère et l'anxiété se lisent sur le visage de Rhaenyra. À l'instar de Glencairn, Emma Darcy parvient à rendre ce personnage royal attachant et auquel le public peut s'identifier. Le pouvoir et le leadership sont des fardeaux que peu peuvent porter. C'est d'autant plus difficile pour Rhaenyra en tant que femme et première femme à s'asseoir sur le trône de fer de Westeros. Dans cet épisode, Rhaenyra réunit enfin son conseil restreint, mais sans Corlys, parti traquer les pillards à la marque. Aline le remplace en tant que main de la reine, et il est intéressant de voir ce personnage évoluer hors de son élément. Il émet une suggestion radicale, utiliser des chats pour combattre l'invasion de rats. Sans vouloir dire que Rhaenyra néglige parfois l'évidence, il faut bien admettre que oui, c'est très souvent le cas. Torred Manderly, nouveau grand argentier, sert malgré lui de bouc émissaire, tandis que le grand maître Orwyle peut enfin souffler, soulagé de ne plus être menacé par un Targaryen. L'épisode s'attarde moins sur les intrigues politiques du Donjon Rouge, mais ces brèves scènes dévoilant les rouages du règne de Rhaenyra n'en sont pas moins captivantes. L'univers de Game of Thrones est par essence profondément politique. Elle doit aussi faire face aux demandes d'argent et de faveur de Ulf. Elle réagit avec précipitation en ordonnant son enfermement dans le donjon, jugeant l'homme trop précieux pour le laisser courir les tavernes. En guise de représailles, il lui parle des graffitis qualifiant Rhaenyra de reine des bâtards qui fleurissent dans les rues. Elle ordonne au manteau d'or de retrouver les coupables, mais point crucial, omet de fixer les limites à leur intervention. Ces derniers se livrent alors à une violence excessive. Voilà qui ne manquera pas de rendre furieux les habitants de Port-Réal. Encore un but contre son camp de Rhaenyra. Les deux camps connaissent des moments forts dans cet épisode, mais le coup de maître de Ormond va sans aucun doute ébranler la position de Rhaenyra dans les épisodes à venir. Heureusement, le rythme de l'épisode 4 ne faiblit jamais. L'introduction de nouveaux prétendants à la couronne, bien qu'il s'agisse d'un écart par rapport à l'œuvre originale, maintient le suspense et nous tient en haleine. Dans les films, séries et livres de fantasy, les dragons et leurs dragonniers entretiennent toujours un lien unique. Bien que House of the Dragon ne décrit pas cette connexion en détail, il est évident qu'il existe un lien puissant et profond entre les dragons et ceux qui les montent. Cela dit, si quelqu'un sait si Feu du Soleil est mort ou vivant, c'est bien Aegon. Il connaît son dragon mieux que quiconque. La façon dont Aegon réagit dans cette scène me laisse penser que le dragon est peut-être en vie. Il ne s'agit pas d'une personne qui espère simplement que son dragon a survécu, ni de quelqu'un incapable d'accepter la réalité de sa disparition. Je suis convaincu qu'il croit réellement que son dragon est vivant. Dans Feu et Sang, il est fait mention du lien unissant Aegon et Feu du Soleil. C'est donc ce que la série suggère, à mon avis, avec cette scène. House of the Dragon donne l'impression que Aegon est simplement incapable de se faire une raison et d'accepter la mort de son dragon. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui joue ici. Aegon sait que Feu du Soleil n'est pas réellement mort, mais ne parvient pas à le comprendre. Il n'a d'ailleurs pas le temps de l'assimiler, car Larys tente de les faire partir au plus vite avant qu'il ne soit dépouillé et tué. C'est donc le premier indice suggérant que Feu du Soleil n'est peut-être pas mort.
Peu après, Aegon et Larys arrivent à Repos des Freux, on découvre alors le château après la bataille qui s'est achevée par la chute de Méléis, le dragon de Rhaenys, contre le mur d'enceinte et sa mort. Dans cette scène, on voit clairement la dépouille de Méléis, elle est décapitée, et à mes yeux, son corps semble en état de putréfaction et de décomposition. Or, il y a une différence manifeste entre l'apparence de Méléis et celle de Feu du Soleil. Feu du Soleil et Méléis sont tombés le même jour. En théorie, ils devraient donc avoir une apparence similaire. Je sais bien qu'il manque une tête à l'une des bêtes et qu'elle a chuté d'une grande hauteur après son combat contre Vhagar. Mais tout de même, Feu du Soleil ne devrait pas avoir l'air aussi vivant comparé à Méléis si le dragon est bel et bien mort. Les derniers points que j'aimerais aborder et qui me font penser que le dragon est mort, c'est déjà le fait qu'il ne respire pas. Il n'y a aucun mouvement respiratoire, ce qui est louche. Un autre point, c'est le nombre incalculable de mouches autour du corps, ce qui évoque la décomposition. Mais aussi le fait qu'on ne voit pas en détail le corps autant que celui de Méléis. Le dragon aurait pu mourir plus tard que Méléis, ce qui expliquerait qu'il ne soit pas encore dans le même état que le corps de Méléis. Mais le plus gros point, c'est le fait que Aegon prend une écaille de son dragon, à moins qu'il ait trouvé l'écaille sur le sol, mais si l'écaille avait été sur le sol, le gars qui demande de l'argent pour toucher le dragon aurait sans doute récupéré l'écaille pour la revendre. Donc, c'est assez louche de savoir que son dragon est vivant et le charcuter pour garder en souvenir un morceau d'écaille. L'avenir nous le dira. Ryan Condal a comparé Ormond Hightower à Tywin Lannister, tous deux comptant parmi les hommes les plus riches des 7 couronnes et commandant certaines des armées les plus puissantes de leur époque respective. Ce sont là, en règle générale, les deux atouts nécessaires pour sortir vainqueur d'une guerre. Toutefois, l'argent et les soldats ne suffisent pas à aller bien loin dans un monde où un seul dragon peut tuer des milliers d'hommes et réduire en cendres la moindre richesse en un instant. Ormond en a conscience et doit désormais adapter sa stratégie en conséquence. Comme le révèle l'épisode 4, Ormond a toujours considéré les Hightower comme des hommes supérieurs aux Targaryens. Il se voit comme un homme d'une grande intelligence, calculateur et digne de siéger sur le trône de fer. Toutefois, Ormond sait aussi qu'il ne sera jamais roi pour une raison précise. Il n'est pas un dragonnier Targaryen. Or, le pouvoir est indissociable des dragons. Il devra donc s'en remettre à son pupille, Daeron, et au dragon de ce dernier, Tessarion, pour accomplir le sale boulot. Une opportunité majeure s'offre à Ormond. L'ancien roi Aegon Targaryen a été déclaré mort par Rhaenyra et nul ne sait où se trouve Aemon. La disparition de ce dernier pose d'abord problème à Ormond puisqu'il ne peut plus compter sur le soutien du dragon de Aemon, Vhagar. Toutefois, Daeron est désormais le seul fils de Viserys Ier Targaryen et d'Alicent Hightower, susceptible de prétendre au trône de fer à moins que Aegon ou Aemon ne réapparaissent. Tout comme Otto a jadis utilisé Alicent pour se rapprocher de la couronne et exercer une certaine influence sur elle, Ormond pourrait chercher à faire de même avec Daeron. Cependant, cette stratégie ne peut fonctionner si le dragon de son pupille n'est pas disponible pour s'emparer du donjon rouge ou anéantir quiconque se dressera sur sa route. Par ailleurs, Vhagar et Feu du Soleil semblent tous deux hors jeu, ce qui rend Tessarion plus importante que jamais. Après tout, Tessarion est le seul dragon en âge de combattre que les Verts puissent compter dans leur rang, hormis son cheveu, qu'il est peu probable de voir prendre part à la bataille puisque Elaena est une pacifiste. Ormond occupe une position très intéressante, car il ne jouait pas un rôle majeur dans le roman Feu et Sang. L'adaptation peut donc prendre des libertés créatives avec son personnage, le rendant d'autant plus imprévisible. Toutefois, une chose est sûre, si Ryan Condal a comparé ce nouvel antagoniste à Tywin Lannister, c'est qu'il s'agira à coup sûr d'un adversaire redoutable. Alicent souhaite quitter Port-Réal pour refaire sa vie avec sa fille et sa petite-fille, mais ses projets pourraient être compromis lorsqu'elle apprend que Elaena est enceinte. Dans une scène empreinte de subtilité vers la fin de l'épisode, Alicent fait une découverte stupéfiante alors qu'elle aide Elaena. En l'aidant à ajuster sa robe, elle remarque un détail que Elaena s'empresse de dissimuler, un ventre de femme enceinte. Bien que leur conversation ne soit pas montrée à l'écran, les deux femmes échangent un regard grave, prenant conscience de cette réalité. Elaena est enceinte, une nouvelle qui, compte tenu de la situation actuelle, est loin d'être réjouissante. Les fans supposaient depuis longtemps que Elaena tombera à nouveau enceinte, sachant que dans le livre Feu et Sang, elle et son frère époux Aegon ont 3 enfants et non 2, Jaehaerys, Jaera et Melor. Si le fait que Elaena n'ait que 2 enfants dans la série a pu dérouter les lecteurs des livres, cela a carrément contrarié l'auteur George R. Martin. Dans l'article de blog désormais tristement célèbre qu'il a publié en septembre 2024 et dans lequel il critiquait sévèrement la série, Martin a exprimé sa frustration quant à la manière dont la série a traité l'épisode de Blood and Cheese, soulignant notamment la décision de supprimer le personnage de Melor et, par conséquent, la dimension du choix de Elaena. Martin a également indiqué qu'il avait discuté au préalable avec le showrunner Ryan Condal
Condal de la scène impliquant Blood and Cheese et qu'il acceptait l'idée que Baylor puisse finalement naître dans la 3e saison. Il a d'ailleurs dit « Cela me semblait logique, j'ai donc retiré mes objections et consenti à ce changement ». Toutefois, comme il a expliqué par la suite, il a appris que Baylor ne figurerait finalement pas du tout dans la série, ce qui a semblé le contrarier davantage encore. Il est bien entendu normal de s'attendre à des modifications par rapport au livre lors d'adaptations d'envergure telles que House of the Dragon, surtout lorsqu'il s'agit d'une œuvre aussi complexe que Feu et Sang. Cependant, comme nous l'avons souvent souligné, ces changements manquent parfois de vision sur le long terme et pourraient entraîner des conséquences majeures auxquelles les scénaristes ne pourront plus remédier par la suite. C'est précisément ce que semblait penser Martin au sujet de Baylor, mettant en garde contre l'effet papillon potentiel déroulant de son exclusion de l'intrigue. Pourquoi cela, me direz-vous? Dans le livre, Baylor finit par mourir, ce qui pousse Elaena à se jeter par la fenêtre. La population de Port-Réal est dévastée par sa mort, une rumeur circule selon laquelle Rhaenyra aurait fait assassiner la reine, retournant ainsi les petites gens contre elle. Sans la mort de Baylor, Elaena ne subit pas ce traumatisme immense qui l'a conduit au suicide, et c'est un point qui a profondément agacé Martin. Dans le synopsis de Ryan pour la saison 3, Elaena se suicide tout de même, mais sans raison particulière, a écrit Martin dans son post en 2024. Il n'y a pas de nouvelle horreur, pas d'événement déclencheur pour submerger la jeune reine fragile. Eh bien, près de 2 ans plus tard, il semblerait que Baylor apparaisse finalement, mais sa présence ne servirait pas uniquement à faire avancer l'intrigue. Comme l'a expliqué Martin, Baylor en soi n'est pas indispensable, mais si le perdre signifie que nous perdons aussi Pont-la-Mer, le suicide d'Elaena et les émeutes, eh bien c'est une perte considérable. Certes, elle pourrait donner naissance à Baylor. On aperçoit dans la bande-annonce un plan où elle semble hurler. Peut-être est-elle en plein accouchement, mais on ne sait pas comment, ni même si elle mourra. Après tout, il est tout à fait possible qu'elle et Baylor meurent en couche. La série raffole des scènes d'accouchement traumatisantes. Compte tenu des nombreuses libertés créatives que les scénaristes ont prises par rapport à l'œuvre originale, il est difficile de prédire la suite des événements. Ce que l'on sait, c'est que Martin a pris connaissance d'un synopsis pour la saison 3 qui ne mentionnait pas Baylor, alors même que Elaena semble être enceinte dans cet épisode. Introduire Baylor tout en modifiant le destin de Elaena reviendrait, en quelque sorte, à désavouer Martin. Or, je ne pense pas que HBO souhaite s'engager à nouveau dans cette voie. Non seulement la grossesse de Elaena est intéressante sur le plan narratif, mais elle alimente aussi le mystère entourant les tensions en coulisses de la série. La dernière fois que Martin s'est exprimé sur les relations avec Condal en janvier, il les a qualifiées de désastreuses. On est très curieux de savoir ce qu'il pensera de cet épisode 4 et des implications qui en découlent. Nous avons officiellement atteint la moitié de la saison 3. Qu'en pensez-vous ? Pour en finir, j'aimerais aborder un point assez cocasse, le fait que Rhaenyra ne veut pas utiliser les reliques du passé. Par contre, ça ne la dérange pas d'avoir un garde royal qui ressemble trait pour trait à Arwen Strong. C'est assez drôle. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.